Bonjour à tous, j'espère que vous êtes confortablement installés dans vos fauteuils. Ça fait partie de l'expérience des participants. On va parler beaucoup d'expérience client, d'expérience utilisateur, d'UX. Je m'appelle Jean-Baptiste Gouin, je suis dirigeant et fondateur d'un cabinet de conseil et de formation qui s'appelle Talentco. La particularité de Talentco, c'est qu'on est né de cette transformation digitale et notre premier métier, c'était finalement de former beaucoup sur les métiers de la relation client, toutes ces approches multicanales. La réalité, si l'objet de travailler sur le multicanal, c'est finalement de réenchanter l'expérience client, la réalité, c'est qu'on ne va pas y arriver. On a très vite fait le constat que si on ne faisait pas évoluer les modes de travail, tout ce qui touche au collaboratif, mais surtout à l'agilité, à l'UX justement, mais finalement, l'expérience du participant, elle n'était pas terrible. On avait beau mettre tout un tas de nouveaux outils, de travailler sur la data, ça ne suffisait pas. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que cette UX? On va en parler là pendant 45 minutes. On aura des échanges pendant 30 minutes avec les participants que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais on va aussi avoir votre question. Cette notion d'UX, de user experience, d'expérience utilisateur, elle vient surtout de l'IT finalement. À l'origine, c'était finalement comment je développe des plateformes digitales, des applications, etc., mais qui soient le plus simple possible et finalement qui génèrent une émotion chez le client. Alors c'est très dur à faire au travers d'outils, donc c'est pour ça que cette logique du X est beaucoup reprise dans toutes ces logiques d'expérience client. Finalement, c'est une démarche, on ne va pas se centrer sur les moyens, sur les canaux, mais véritablement sur les résultats. Sur quel impact je vais avoir sur mon client, sur mon utilisateur, quelle émotion ça lui génère. Vous savez qu'on fait d'énormes progrès dans les neurosciences, et vous me direz, on aurait pu le deviner plus tôt, mais finalement, si le but c'est de chercher de l'engagement client, on n'arrive pas à le faire si on n'arrive pas à toucher une émotion chez les clients. J'ai une conviction, c'est que si on cherche à générer cet engagement chez le client, chez l'utilisateur, on ne le fera pas si on ne réenchante pas non plus les collaborateurs. On ne peut pas dissocier le fait de parler d'expérience client, d'expérience utilisateur, si on ne parle pas à un moment ou à un autre d'expérience collaborateur. Il y a une logique là de symétrie d'intention, d'attention qui se fait, et ça paraît complètement utopique, mais ça nos participants vont encore une fois nous en reparler, de parler d'expérience client quand on ne parle pas d'expérience collaborateur. Donc on va parler avec nos intervenants de pain point, de douleur client, on va parler d'empathie map, on va parler de persona, tout un tas d'outils finalement qui rapportent une émotion supplémentaire chez nos clients. Il y a Cécile Battu, qui est la patronne de la voix du client du groupe Allianz, qui donnait cette définition de l'UX. Elle disait finalement, on arrête de présager ce que pense le client, mais on va vraiment aller chercher ce qu'il fait parler. Alors avant de présenter nos intervenants, je vous invite à tout de suite vous connecter sur cette plateforme Evals qui va s'afficher. Vous avez il suffit de rentrer le code SRCO, si on peut afficher à l'écran, comme Salon de la relation client de l'Ouest, et puis d'aller cliquer sur conférence. Et là, on prendra l'ensemble de vos questions sur la fin de l'intervention. Voilà, j'espère que cette expérience participant que vous allez vivre sera bonne. Et puis, je vais tout de suite passer la main à nos intervenants qui vont se présenter eux-mêmes. Sophie Javelot, merci d'être là. Merci. Tu es la directrice adjointe de RMA, Ressources Mutuelles Assistance. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta société? Et puis je crois que tu viens du monde de l'assistance. Et je trouve que tu as une belle anecdote à nous raconter pour comment différencier ce qu'est la relation client de l'expérience client. Oui, tout à fait. Donc, bref présentation, donc école de commerce, plutôt sur le management interculturel et la relation client. Et il se trouve que je suis un pur produit de l'assistance puisque j'ai fait un certain nombre d'entreprises assisteurs, donc Mondial Assistance, Europe Assistance et quelques-uns supplémentaires. Et il se trouve que moi, dans l'exercice de l'assistance, donc l'assistance, c'est l'assistance dite d'urgence. Vous avez un souci, on vous appelle et on met en place une prestation d'assistance. Celle que vous connaissez majoritairement, c'est votre voiture ne débarque pas le matin, vous appelez et dépannage remorquage.
Et il se trouve que quand je suis passée sur les plateaux téléphoniques, on était dans un mode de fonctionnement très industriel. En 1 minute 30, il fallait que le dépanneur remorqueur soit envoyé. Et une fois, je faisais de la double écoute avec mon collaborateur et la personne qui nous a appelés avait eu un accident. Et a priori, un accident assez lourd. Et le chargé d'assistance, il applique bête et méchant. J'envoie un dépanneur remorqueur, la personne est géolocalisée, véhicule de remplacement sur le plateau. Pas de souci, monsieur, dans 30 minutes, le dépanneur est là. Et en fait, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais si la personne va bien et est-ce qu'elle a envie de reprendre la voiture après ce qu'elle vient de vivre? Et là, le chargé d'assistance m'a regardé en disant, mais bah non, pourquoi, de toute façon, pourquoi je lui aurais posé cette question-là? Et je dis, mais en fait, c'est toute la valeur ajoutée de l'expérience que tu viens de vivre avec ce bénéficiaire. Et c'est peut-être ça qu'il attendait de toi, finalement, le dépannage et le véhicule. C'était accessoire, c'était finalement, est-ce qu'il va bien et est-ce qu'il faut qu'on appelle les secours? Et de là, moi, j'ai évolué beaucoup. Et il se trouve que pour des raisons personnelles, je suis arrivée à Nantes et je suis rentrée chez un assisteur mutualiste où l'humain est au cœur du dispositif et où notre philosophie, c'est prendre soin de nos collaborateurs pour qu'ils prennent soin de nos adhérents. Et je pense que c'est ça l'expérience client. Merci Sophie. Cédric Blum. Donc toi, tu es directeur du Customer Care chez Doctolib, une société qu'on connaît bien à Nantes. Est-ce que tu peux nous parler de tes expériences également, entre autres à l'international? Aujourd'hui, quelle est ta mission chez Doctolib? Et puis finalement, je fais un petit tour groupé. Hein. Toi, qu'est-ce que c'est quoi pour toi l'expérience client? Alors rapidement, mon parcours, j'ai toujours été dans le service client, que ce soit d'abord côté technique, chef de projet, et après plutôt dans le management, que ce soit chez les prestataires, donc à l'international, au Maroc entre autres, et après management de centres clients internes, notamment en Asie, dans l'expérience dont tu parles. Et je suis revenu en France il y a 3 ans, et depuis 2 ans, je suis chez Doctolib, effectivement directeur du service client. L'expérience client, pour moi, c'est surtout un besoin en interne de comprendre ce qui se passe. L'anecdote est moins violente, moins marquante que l'anecdote de Sophie, mais ce qui s'était passé, c'est quand je suis arrivé en Asie chez un grand commerçant en ligne, je voyais les demandes d'assistance, bien évidemment, remboursement et compagnie, qui arrivaient en masse. C'était le début de l'e-commerce en Asie. Et on se rendait bien compte que effectivement les conseillers répondaient avec des scripts parce que ça permettait de dépiler, et puis on était dans une logique de productivité. Et un jour, il y en a un qui a posé une question et qui dit, mais moi hier j'ai passé commande et je comprends pas pourquoi on peut pas demander le remboursement directement après la commande et pas en étant obligé d'envoyer un mail. C'est là que je me suis rendu compte que en fait, parmi la centaine de conseillers qu'il y avait en Malaisie et dans tous les autres pays que je manageais, aucun n'avait passé commande sur le site. Aucun ne connaissait ce que vivait le client et en fait répondait sans comprendre en fait à quoi il répondait. C'était aberrant. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a défini un process. Alors c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Amazon, où chaque nouvel entrant chez Lazada, parce que c'était chez Lazada, avait 15$ à dépenser sur le site. Et après, déjà, il en faisait ce qu'il voulait. Mais surtout, après, on pensait qu'il comprenait mieux ce pourquoi il travaillait. Et donc, le but final de son métier. Donc, on a fait ça pour les employés. Et puis après, en fait, on s'est dit, mais pourquoi pas faire ça avec des clients eux-mêmes? On a fait venir des clients chez nous pour qu'ils passent commande devant des groupes d'employés. Donc on faisait un petit peu des focus group inversés où on faisait venir des clients qui passaient commande et puis on avait un petit melting pot de market, de finance, et qui regardait comment les gens utilisaient le site. Et ça a été un peu, je ne vais pas dire une révolution, mais c'était surtout très sympa parce que ça déclenchait beaucoup de conversations sur le client plutôt que sur les process clients. Donc si je comprends bien déjà, dans cette notion du X, il y a cette notion d'empathie finalement, où on se met vraiment à la place du client et éventuellement on va dépenser un budget. Et puis, ça veut dire qu'il n'y a plus de script finalement dans la relation client? Alors on essaye, chez moi, on essaye d'éviter les scripts parce que ça limite. Par contre, on essaye d'aider un maximum, donc de guider. Comme on en parlait avec Sophie, on ne donne pas le chemin, on donne la direction et éventuellement les étapes,
Mais on ne donne pas le chemin, sinon les gens vont essayer de rester dans le chemin plutôt que de viser l'étape l'étape finale, effectivement, qui est de comprendre le client avant de résoudre son problème. Alors Sophie, justement, je crois que vous basculez complètement à l'UX et globalement à l'agilité en mettant en place un nouvel outil. C'est parfois un peu lourd, un peu rigide. Et du coup, vous arrivez à développer cette logique du X à travers la mise en place de cet outil? Alors en fait, il a été conçu comme ça. C'est-à-dire qu'en effet, on fait mourir notre outil historique qui a 20 ans pour basculer sur un nouvel outil. Alors, nouvel outil dit contrainte aussi, mais la manière dont on a conçu le cahier des charges, la première question qu'on a été posée n'a pas été au prestataire qui va nous fournir l'outil demain, mais de dire au chargé d'assistance, demain, toi, avec un nouvel outil, quels sont tes besoins et quels sont les besoins des bénéficiaires, puisque c'est un outil qui sera des deux côtés. Et donc, il y a eu énormément d'ateliers, et dans toute la partie de la conception, il y a... OK, on prend en charge la demande qui a été formulée par le collaborateur et par les bénéficiaires, on la transpose en outil informatique et on la teste derrière. Et si ça ne convient pas, on revient en arrière. Pourquoi ? Parce que finalement, ce sont nos collaborateurs qui vont rendre le service aux bénéficiaires et c'est les bénéficiaires qui vont potentiellement nous noter aussi en termes de satisfaction. Et on ne pouvait pas l'imaginer autrement. Et ça, ce qui est extrêmement important aujourd'hui dans toutes les structures, c'est que quand vous avez des projets qui sont extrêmement structurants, c'est des millions d'euros qui sont dépensés, si vous n'avez pas l'adhésion dès le départ et si vous n'embarquez pas vos équipes dès le départ, vous pourrez mettre un super ruban rouge, une prime à la fin de l'année, vous n'y arriverez pas. Et ce qui est extrêmement important, c'est que finalement, alors RMA est très engagé sur la RSE, donc toutes les parties prenantes sont intégrées à nos réflexions. Et donc, c'est-à-dire que le bénéficiaire, nos clients, les prestataires qui nous rendent les prestations d'assistance, les chargés d'assistance, tous aujourd'hui sont parties prenantes de nos décisions. On a un comité de l'offre pour concevoir nos nouvelles offres de services. Systématiquement, quand on va aller vers une nouvelle offre que l'on va mettre sur le marché, l'ensemble de ces parties prenantes a été sollicité pour valider ou non la cohérence de l'offre qu'on était en train de mettre en place. Et ce qui fait que derrière, quand vous la mettez en œuvre, vous la vendez, vous avez le sens, mais pour l'ensemble des parties prenantes. Et cette vision-là, elle est nécessaire pour que l'expérience client soit facilitée, ou en tout cas finalement soit presque innée. Ça fait partie des gènes dans l'organisation. Chez nous, chez RMA, on ne parle pas de l'expérience client, parce qu'en fait, on est expérience client. Peut-être justement, peut-être l'un et l'autre, mais tu peux nous parler du fond du métier, ce que vous traitez comme type de situation, et puis peut-être Cédric, après que tu nous aides aussi à dimensionner Doctolib. Alors, RMA, on est une société d'assistance aux personnes. Donc, pour faire simple, vous avez une complémentaire santé, une mutuelle. Vous avez un aléa de santé, donc une hospitalisation, une immobilisation, l'annonce d'un cancer. Notre rôle est de mettre en œuvre des prestations d'assistance pour faciliter la convalescence, le retour au domicile. Vous avez actuellement un virus qui circule. Toutes les personnes qui malheureusement ont été touchées, qui sont soit immobilisées chez eux en quatorzaine maintenant, on va pouvoir mettre en place du portage de repas, etc. 100% des appels que l'on reçoit de nos bénéficiaires sont des personnes qui font face à un aléa de vie. Alors, ça va de la bobologie, fort heureusement, une petite hospie, une petite grippe un petit peu dure. Mais 30% de nos appels sont des annonces de cancer, sont des fins de vie, sont des aidants qui nous appellent, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont aidants et qui nous disent, voilà, ma maman a un état de santé qui se dégrade, comment je vais l'accompagner ? Donc, la charge émotionnelle que nos chargés reçoivent au quotidien est de 100%. Donc, c'est aussi notre responsabilité, nous, en tant que direction et de manager, de leur donner les moyens de rendre le service aux bénéficiaires au-delà de la charge émotionnelle qu'ils reçoivent. Bon, et dans le parcours utilisateur, normalement, ils sont passés chez Doctolib avant. Tu peux nous parler un peu de Doctolib, quand même, le type de publication que vous avez, et peut-être aussi des structures. Il y a un certain nombre de personnes dont le métier est de travailler exclusivement sur l'UX. Alors, rapidement, chez Doctolib, on a un peu plus de 100 000 clients qui sont donc des professionnels de santé en France et en Allemagne. Et donc, ça fait à peu près 20 000 contacts par mois en termes de support plateau. Le point le plus important, c'est qu'effectivement, on ne dépanne pas, au sens où
c'est pas des problèmes de fenêtres qui se ferment pas ou de boutons qui marchent pas ou d'imprimantes qui n'impriment pas. C'est plus des problématiques d'usage. Donc c'est là où l'expérience utilisateur doit être fusionnée avec l'employé, au sens où il faut qu'on comprenne la question. Si le médecin nous dit j'arrive pas à faire un rendez-vous par étape sur ma salle avec mon IRM, si on n'est pas un tout petit peu introduit dans le monde médical, on ne va jamais dépanner le Prat. Et on va peut-être lui dire, bah, ce n'est pas un agenda ressources qu'il faut, c'est autre chose. Donc nous, on est déjà, au-delà du support, on est dans l'amélioration de l'usage. Donc c'est un petit peu, enfin, l'une des missions du service client et de Doctolib en règle générale, c'est de faire gagner du temps aux praticiens et de fluidifier le parcours de santé. Et pour ça, pour que nos collaborateurs soient bien à l'aise avec les usages des médecins, enfin, et des professionnels de santé qui utilisent Doctolib, on a une équipe donc vraiment dédiée UX qui fait 25 personnes à peu près, dont 5 sont à peu près plus de 80% de leur temps dans des cabinets médicaux. Donc leur boulot, on les appelle les storytellers, c'est de voir tous les cas d'usage, que ça soit sur l'agenda aujourd'hui, mais sur d'autres pratiques demain. On avait une photo qui a beaucoup circulé chez nous, où on voit le cabinet d'un praticien, et on voit un bel agenda carton, comme on connaît tous, là, en format, je ne sais pas combien, A2 ou quelque chose. Et là, on avait mis Doctolib, parce qu'on avait transformé tout son cabinet, qui était en gros papier, en quels sont les outils. Puis il y avait une énorme pile de cartons, et on avait mis Google Drive. Et donc ça, c'est une photo qu'on a un petit peu tous. Le but du jeu, c'est effectivement de faciliter la vie du médecin, de numériser un petit peu son parcours. Et donc pour ça, il faut être en constante collaboration avec eux. Donc nos meilleurs ambassadeurs, en fait, c'est pas nous et nos commerciaux, c'est les médecins qui utilisent Doctolib au quotidien. Et du coup, quels outils vous utilisez? Ils utilisent des logiques de ce qu'on appelle du X-Map, d'Empathy Map. Vous avez des logiques de persona. Si tu peux nous décrire un petit peu ce que c'est tout ça? Alors oui, effectivement, on a un mapping global des expériences et des usages qui part effectivement des personas. Donc on a mappé tous nos types de clients. Il n'y en a pas 50 en fait, effectivement, mais il y en a différents. On ne parle pas forcément que des SP. C'est-à-dire qu'on n'a pas un usage unique de tous les médecins généralistes, bien évidemment. Il y a des médecins généralistes, bon, déjà, il y en a qui travaillent beaucoup en téléconsultation, il y en a qui ne travaillent pas en téléconsultation. Donc on a des usages différents par SP, mais qui peuvent se rejoindre sur, un chirurgien orthopédique peut travailler comme un cardio. Et donc c'est pour ça que l'UX-Map vient au-dessus du persona. Le persona, c'est un petit peu une seule dimension. Nous, on a le persona et l'UX-Map qui vient traverser pour avoir justement les gros points durs qui sont ceux où les deux lignes vont se rencontrer le plus souvent. Je crois que c'est important de préciser sur les logiques de persona. Bien sûr, on sort des logiques de segmentation client traditionnelle et on va s'attacher à des types de comportements. C'est-à-dire qu'un même segment, je ne sais pas moi, un cardio de 40 ans, peut avoir des types d'usages très différents, plus ou moins digitalisés. Et je crois que c'est ce que vous faites aussi, Sophie, entre autres sur vos offres, où vous travaillez sous forme de persona. Tu peux nous en parler? On fonctionne sur des personas et on fonctionne sur des moments de vie. C'est-à-dire que, alors je vais reprendre l'exemple tout à l'heure de la situation d'aidance. Donc aujourd'hui, être aidant, ça veut dire prendre soin de quelqu'un de manière non professionnelle, plus de 2 heures par jour. Et il se trouve que le constat qu'on fait nous sur les plateaux téléphoniques, c'est que les aidants ne se rendent pas compte qu'ils sont aidants. Et donc notre rôle, c'est de les aider à prendre conscience qu'ils sont aidants. Et finalement, notre offre d'accompagnement des aidants, elle va être de aider à la prise de conscience avec la mise en place d'un bilan psychosocial, puisqu'on a des psychologues et des travailleurs sociaux qui font leur métier à distance. Ils sont capables de faire de l'hypnose par téléphone, par exemple. La prise de conscience à comment on va gérer le quotidien de l'aidance, donc comment on va aider ce binôme aidant-aidé dans leur quotidien. Derrière, comment on va gérer la crise, c'est-à-dire que l'aidant est malade, donc on a l'aidé qui a un souci et l'aidant qui a un souci, donc comment on fait en sorte de ne pas déséquilibrer ce binôme, ou inversement, l'aidé qui a un nouveau souci de santé, donc ça demande encore plus d'énergie de l'aidant. Et la fin de situation d'aidance, alors malheureusement que la personne décède ou qu'elle retrouve ses capacités. Et donc finalement, au-delà du personnel dont on parlait tout à l'heure, nous on a été carrément au moment de vie, c'est-à-dire quand on rentre dans cette situation, quelles sont toutes les situations qu'on peut rencontrer et quelles réponses on doit apporter. Et ça, ce sont nos collaborateurs qui nous les ont formulées dans les situations qu'ils rencontraient au téléphone au quotidien, en disant, ok, votre offre, elle est intéressante, mais là, moi, l'autre jour, j'ai été sollicitée sur cette particularité-là et j'avais pas la réponse. Alors, il faut savoir que nous, sur les appels qu'on reçoit, donc on est à peu près à 400 000 appels par an, dans 50% des cas, on ne déclenche pas une prestation d'assistance. Donc, il n'y a même pas de prise en charge financière.
Le métier de mon collaborateur est d'écouter, conseiller et orienter. Donc, je n'ai rien à vendre et je n'ai rien à lui offrir. Par contre, le fait d'écouter sa situation, de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans un script téléphonique, mais finalement, alors ce que moi j'appelle de tirer la bobine, c'est-à-dire j'ai des besoins qui ont été exprimés, mais peut-être qu'il y a des besoins cachés, c'est ceux-là où j'ai une vraie valeur à ajouter, à apporter, et ben je vais aller les chercher. Et donc là, clairement, il n'y a aucun script téléphonique qui peut répondre à ça, et c'est le métier que m'ont chargé, la valeur ajoutée du métier de mon collaborateur. Ça prend du temps tout ça. Combien de temps durent vos appels ? Alors, c'est là où c'est la magie du système, puisque alors très souvent dans les centres d'appel, on va plutôt tendance à vous dire vous avez une durée maximum de conversation. Donc après avoir le niveau que vous mettez, il se trouve que nous, on a fait le choix de dire vous avez plutôt une durée minimum de conversation à avoir. Et il se trouve qu'en passant de cet objectif de maximum à minimum, vous ne changez pas la durée moyenne de conversation. Pour autant, vous passez à un niveau de satisfaction de 96% de vos bénéficiaires. Impressionnant. On parle du X, d'expérience client. Si on s'intéresse un peu à l'expérience collaborateur, je sais que ça te tient à cœur, Cédric. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vos collaborateurs ? C'est une vraie conviction de se dire, outre-Atlantique, on parle pas de client first, mais on parle de employee first. C'est comme ça chez Doctolib ? Alors, j'aime à croire que c'est comme ça. Après, au lieu d'aimer à le croire, on le mesure. C'est-à-dire qu'on a mis en place des outils dits de Pulse Survey. La traduction en français n'est pas terrible. Mais en gros, c'est des enquêtes de satisfaction régulières à fréquence toutes les 2 semaines, où on va poser 5 questions sur un pool de 2000 questions sur des thèmes prédéfinis, l'engagement, le bien-être, la relation avec le manager, la confiance dans la direction. Et ça permet justement d'avoir le pouls de son équipe en termes d'engagement sur des sujets précis. Est-ce qu'ils sont bien installés ? Enfin, il y a une catégorie, est-ce que vous avez les moyens de réaliser votre travail ? Il y a une catégorie, est-ce que vous faites confiance à votre manager ? Enfin, il y a tout plein de catégories. Et comme ces questions sont envoyées de manière totalement aléatoire à tout le plateau, enfin à tous les employés en fait, de manière anonyme, on a assez rapidement un screenshot assez clair et représentatif de toute la boîte. Et au bout d'un certain temps, on peut même descendre, parce qu'un employé, donc au bout de quelques 3-4 mois, aura répondu à des questions au moins dans toute la catégorie. Donc là, on pourra faire des analyses un petit peu plus par équipe. Ça reste anonyme, c'est-à-dire que l'outil, de toute façon, gère tout. Et en dessous de 8, on est obligé de monter au niveau supérieur. Donc si j'ai une équipe de 3, je n'aurai pas les résultats de cette équipe, par exemple. Tout ça est géré par l'outil. Et ça, c'est des résultats qu'on essaie de communiquer assez régulièrement, plus ou moins au trimestre. Et qui permettent de suivre cet engagement client. Il y a une citation moi, que j'aime beaucoup, qui était de Richard Branson, qui disait prenez soin de vos employés et prendront soin de vos clients. Et c'est un petit peu, c'est clairement une des 2 missions principales de Doctolib, entre transformer la santé et créer une entreprise où il fait bon vivre pour mieux transformer la santé. Mais du coup, une fois que vous avez pris ce pouls, cette température, vous faites quoi concrètement ? Il y a des actions qui s'engagent ? L'intérêt de cet outil, c'est qu'il permet aussi d'envoyer des commentaires. Donc, dès que la réponse est négative, descend sous un seuil, on peut, même quand c'est très positif, sur les 2 extrêmes, le collaborateur peut laisser des commentaires. Donc après, si on voit une catégorie qui flanche, on peut déjà se lister tous les commentaires qui ont été faits. Et après, on a aussi des sessions où le PDG, donc Stanislas, fait des sessions d'open talk où toutes les questions sont autorisées, anonymes ou pas, et il va y répondre. Donc c'est principalement instaurer une logique d'échange. Et après, par nature, les problèmes vont remonter et on serait bien bête de ne pas les traiter. Donc quand on a, par exemple, sur les politiques de télétravail, quand il y a eu le confinement, on a bien vu que certaines personnes étaient, pas en détresse, mais en difficulté psychologique du fait de ce changement brutal de conditions de travail. On a mis en place une cellule de psychologues qui était à disposition de tous les employés, pas 24/24, mais sur les heures de bureau, où ils pouvaient les appeler pour un petit peu déballer ce qu'ils avaient et ce dont peut-être ils ne voulaient pas parler à leur manager. C'est ce genre d'actions qui peuvent être prises suite à ces remontées d'enquête. Ok. Je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions sur Evals avec le code SRCO. Je ne peux pas m'empêcher, dans le contexte, de poser la question, ils vont comment en ce moment, vos collaborateurs ?
Alors, période de confinement, alors déjà, nous, on est passé en mode télétravail sans que ça existe avant. Donc, transformer un centre d'appel physique en centre d'appel dans 200 maisons, c'est pas forcément évident. Donc, ça a été une grosse logistique, mais on a été extrêmement présents. On a fait des choix aussi de faciliter. On n'a pas mis de chauffage technique en place, etc. Pour autant, tout à l'heure, je vous disais, notre métier est quand même, en termes de charge émotionnelle, très compliqué. Et là où les collaborateurs étaient ravis de faire leur métier quand ils vont dans l'entreprise, ils se sont rendus compte que là, ils faisaient rentrer les émotions, mais chez eux. Donc, on a eu des cas aussi de mamans qui géraient très bien leur métier en télétravail, mais avec l'enfant qui faisait ses devoirs à côté et qui entendait l'annonce d'un cancer au téléphone, etc. Donc, on a eu ces retours-là. Alors, les outils digitaux ont été extrêmement présents, mais on a fait ce choix d'abord de faire revenir tout le monde sur site le 7 septembre pour justement, on va dire, recréer du lien social parce que les collaborateurs étaient en demande. Et on a organisé des séances de débriefing en mode radio, donc plutôt un modèle ludique, pour justement laisser un espace de parole. Et ce qui est ressorti, c'est d'abord un accompagnement de l'entreprise face à cette crise, bien entendu. Une charge émotionnelle accentuée. On a notre durée moyenne de conversation qui a augmenté de 2 minutes parce que les bénéficiaires faisaient face à quelque chose d'inédit et ils étaient inquiets. Les personnes en traitement anticancéreux ne voulaient plus aller faire leur séance de chimio-radio et donc nous, notre responsabilité sociétale était de dire non, surtout continuez à aller à l'hôpital. Vous ne devez pas lâcher votre traitement de chimio. Et en même temps, voilà, des collaborateurs qui se sont rendus compte finalement de la charge émotionnelle qu'ils géraient au quotidien dans notre entreprise et que le fait de l'amener chez soi n'était pas évident. On a entre-temps signé l'accord de télétravail avec notre CSE, en mettant par contre en place le choix aux collaborateurs, soit du télétravail récurrent, c'est-à-dire 2 jours par semaine fixés, donc le collaborateur sait que ces jours-là, il télétravaille et c'est à son souhait, c'est lui qui en décide, ou occasionnel. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 50% des gens ne savent pas encore s'ils ont envie de télétravailler, parce que je pense que ce qu'ils ont vécu, là, il faut leur laisser un petit peu de temps pour prendre du recul. Et en mode hors crise, comment vous accompagnez vos collaborateurs? Parce qu'effectivement, tu l'as dit plusieurs fois, la charge émotionnelle est énorme. J'imagine qu'on ne les met pas tout de suite sur le poste, que derrière, il faut les accompagner au quotidien. Absolument. Donc déjà, formation initiale, c'est 4 semaines. Donc 4 semaines avant de prendre le premier appel. Alors ça peut paraître court et long en même temps. Sur des centres d'appel, habituellement, vous avez 1 semaine, 15 jours de formation. Là, c'est un vrai choix d'être sur 1 mois de formation. Et on a mis en place beaucoup d'éléments. Alors je reprends un petit peu ce que disait Cédric tout à l'heure. On a notre DG qui propose un déjeuner tous les 15 jours avec 6 collaborateurs qui s'inscrivent sur le volontariat. On fait des thés ou cafés sur des thématiques où l'entreprise va lancer une nouvelle offre qui est un petit peu, on va dire, différenciante ou qui finalement transforme un peu notre métier. Et on leur explique, on leur donne du sens, on leur donne une vision de ce à quoi ça va servir. On a, au cours des 4 dernières années, on a eu pas mal de changements au niveau de la direction générale aussi. Et on a mis en place un comité de l'évolution, d'accompagnement de l'évolution porté par notre DRH qui est finalement, c'est d'apporter les sujets qui commencent à émerger en termes de problématiques RH managériales pour les traiter avec les collaborateurs et avec le CSE avant qu'ils ne deviennent un problème. Et ça permet vraiment finalement d'anticiper et d'être toujours dans un dialogue permanent avec nos collaborateurs. Donc là, on décèle qu'effectivement, cette logique du X fait rentrer de nouveaux rituels, nécessite de prendre soin de ses collaborateurs et d'être dans une logique d'empathie de ses collaborateurs également. Chez Doctolib, comment ça se passe, la formation à l'arrivée et puis tout au long de... Alors, nous, c'est 4 semaines aussi, mais c'est découpé en 2 moments. Il y a en fait, on fait rentrer les gens tous en même temps. Donc, c'est beaucoup, que tous les employés, quel que soit le départ. C'est combien de recrutements par mois à peu près? Entre 20 et 30. Donc, sur 1000 collaborateurs au total, c'est ça? Non, là, on a dépassé 1400. D'accord. Donc, oui, on a 20 et 30 par mois, sans compter l'été. Mais donc, c'est 20 ou 30, quel que soit le département, rentrent tous en même temps. Pendant 1 semaine, justement, ils sont accompagnés sur le produit et son usage, les réglementations de la santé, les différentes spécialités qui utilisent Doctolib et comment ils l'utilisent. Et ils ont une vision un petit peu globale de l'entreprise. Tous les membres du COMEX passent au moins 2 heures avec eux pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe dans ma branche et comment ça marche. Et après viennent la formation métier spécifique. En ce qui me concerne, pour
pour le département Customer Care chez moi, c'est 3 semaines ensuite. Donc ils ont une semaine de tronc commun et après 3 semaines justement de mieux comprendre l'outil et quelles sont les demandes fréquentes et ce genre de formation. Sophie disait tout à l'heure qu'il y a besoin de redonner du sens en permanence. Je sais que vous avez travaillé sur ce qu'on appelle le why, à l'ambition d'entreprise, qui n'est pas simplement de faire de la téléconsultation. Tu peux juste nous parler du why de Doctolib ? Alors Doctolib, je l'ai lâché un petit peu en 2 temps. Il y a 2 grandes missions, comme le présente toujours Stan. C'est transformer la santé et améliorer le parcours de soins, parce qu'on a tous été dans un parcours de soins où à un moment il y a eu un trou, un examen qui s'est perdu, un docteur qui nous référence sur un autre qui n'est pas dispo avant 6 mois. Et donc ça, on pense qu'on peut l'améliorer et qu'il faut l'améliorer. Et 2, c'est de faire ça dans une entreprise où justement on peut grossir de 20-30 personnes par mois, mais ça reste une entreprise où il fait bon vivre. Et au-delà du cliché, comme tu me l'as demandé tout à l'heure, on mesure le bon vivre. Et si les employés sont vraiment contents de travailler chez Doctolib. En termes de sens, on a effectivement beaucoup de chance. C'est facile d'expliquer à quelqu'un qu'il rend la vie d'un docteur plus facile et de comprendre pourquoi il doit se lever le matin. Mais ça reste une mission de tous les jours et c'est pour ça qu'on est toujours très attentif à ces retours d'enquête qui tombent en fait un petit... Quand j'ai dit ça tombe toutes les 2 semaines, c'est pas toutes les 2 semaines tout le monde répond, c'est tout le monde répond à fréquence de 2 semaines. Donc en fait, moi j'ai des commentaires dans ma boîte tous les jours. Donc c'est... En plus, en période de télétravail, c'est quand même très agréable de continuer à avoir un petit peu cette température de son équipe, même quand je les vois très très peu en fait. On voit que l'UX change pas mal de choses, implique pas mal de choses. Peut-être avant qu'on passe à vos questions, moi j'en ai juste une dernière. Quelles évolutions du métier est-ce que vous voyez ? La première, alors sur le métier que moi j'exerce aujourd'hui, c'est qu'on passe de l'assistance dite d'urgence à l'accompagnement au quotidien. Donc finalement, on devient un service. Les mutuelles aujourd'hui, si vous regardez, hein, elles sont toutes contraintes, le 100% santé, etc. Et donc finalement, ce sont par les services qu'elles se différencient. Donc on est finalement là pour accompagner tout le fil de vie du bénéficiaire. Et l'autre aspect aussi, c'est que finalement, toutes ces crises que l'on vit, alors les attentats qu'on a vécus 2015-2016, cette nouvelle crise, elle libère aussi un peu la parole au téléphone, avec parfois un vocabulaire un peu léger. Et ce qui fait que nous, on a aussi dû accompagner nos collaborateurs sur cette gestion de la relation téléphonique, de cette expérience client où parfois le filtre n'existe plus. Et il faut que nous, on prépare nos collaborateurs à ça, parce que justement, le bénéficiaire, il a le droit d'exprimer ce qu'il souhaite. Donc on voit ce changement-là, et puis on a le modèle économique forcément qui change. Tout ce qui était en inclusion aujourd'hui évolue plutôt sur de l'optionnel ou de l'abonnement. Donc voilà, il y a un braquet qui change beaucoup. Et à partir du moment où j'achète, et je sais que j'ai acheté que ce n'est pas en inclusion dans mon contrat, je suis beaucoup plus consommateur et beaucoup plus exigeant. Donc l'exigence est derrière un business model qui évolue. Chez Doctolib, vous êtes encore récent, mais qu'est-ce que vous voyez comme grandes évolutions justement dans le métier ? Celle que j'espère pouvoir mettre en place l'an prochain, c'est... un petit peu ce que disait Sophie, c'est de passer du support à l'empathie et donc de la relation client à l'expérience. Au sens où souvent les supports clients, ce qui les préoccupe, c'est de résoudre le problème en question qui leur tombe dessus. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est bien évidemment de faire ça quand le problème est bloquant, évidemment quand il n'arrive pas à se connecter ou quand il n'arrive pas à poser rendez-vous. Mais idéalement, on aimerait améliorer l'usage. Pour lui faire gagner du temps, pour nous faire gagner du temps, parce que ça lui évite de nous rappeler effectivement pour le même problème 3 jours après. Mais pour faire ça, on ne peut pas laisser effectivement le conseiller tout seul. Quand je disais on le guide et on lui donne la direction, c'est pas juste une base de co, puis un Google Site, et puis on cherche dedans. Donc moi j'ai en pilote, alors bientôt, pas encore, tout ce qui est speech analytics, donc qui reconnaît un petit peu en temps réel ce dont parle le client, qui permet de pousser aux conseillers des bonnes idées, des bonnes pratiques, des cas similaires. Enfin, tout ça, c'est plein de bonnes idées. Je vous dis, j'ai pas encore réussi à le faire. Mais donc ça, c'est de l'intelligence artificielle qui fait ça concrètement ? Oui, enfin, on peut appeler ça de l'IA, on peut appeler ça de la reconnaissance vocale, et qui permet aux conseillers de ne pas trop se poser de questions sur qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je peux faire. Il a toutes les bonnes idées devant lui, et après, effectivement, à lui de choisir la meilleure au bon moment. Donc il y a plein de
y a plein de manières de le faire en IA, mais on peut le faire aussi en autocalculé. C'est un peu moins scientifique, c'est un peu moins science-fiction. Mais si on a défini les personas et les usages, comme on en a parlé tout à l'heure, telle personne avec tel type d'usage, c'est du profilage client, on en a tous déjà vécu, mais plus pour du push marketing. Là, c'est du profilage client. Tel spé, tel type d'agenda, tel taux de remplissage de son agenda, on va peut-être lui dire, peut-être tu peux faire de la téléconsultation sur ces créneaux, peut-être ça t'aidera à remplir ton agenda, à l'optimiser, ou alors lui dire, vu le type de patient que tu as, peut-être, enfin on va les tutoie pas, je vous rassure, vu le type de patient que vous avez, docteur, peut-être il vous faut des rendez-vous à étapes, parce que ce que vous me dites, c'est en fait c'est un rendez-vous à étapes. Vous l'avez oublié, on vous en a parlé il y a 2 ans quand vous avez été sur l'application, enfin quand vous avez été souscrit. Vous en aviez pas besoin à l'époque, mais là c'est peut-être ce que vous me demandez en fait, plutôt que de faire 3 rendez-vous pour la même personne à 3 jours d'affilée. Ce que tu dis finalement, c'est qu'on rentre dans une unicité de la relation, que c'est fini, j'ai presque envie de dire, l'abattage de masse, mais que vraiment on cherche des outils pour vraiment apporter des solutions très très individuelles. Par rapport à ça, c'est une des caractéristiques. C'est Sophie qui l'a dit à déjeuner, en fait on arrête le transactionnel et on passe sur du relationnel vraiment de long terme. Ok, super. Ce que je vous propose, c'est de commencer les questions. S'il y a une première question qu'on peut avoir dans la salle. Donc voilà, avez-vous vu une différence dans l'expérience client entre l'Asie, le Maroc et la France? Ah, ça, c'est plutôt pour toi, Cédric. Oui, alors, elle n'est pas facile cette question. Parce que le Maroc, en fait, c'était des clients français. Donc, on cherchait à avoir une expérience client, on va dire, à la française. L'expérience client en Asie, c'est surtout une histoire de maturité. De marché. On était sur de l'e-commerce, les gens ne savaient pas à quoi s'attendre. Aujourd'hui, un client français qui va faire de l'e-commerce en Asie, il va être déçu. Sur Amazon, effectivement, on clique sur un bouton, on est remboursé, on n'a même pas renvoyé le paquet. En Asie, c'est pas encore ça, déjà parce que les circuits logistiques sont pas du tout les mêmes. Donc on peut dire que, enfin, je peux pas répondre par rapport à la culture, j'ai pas le recul, mais on va plutôt parler en maturité de marché. Donc on peut retrouver sur des pays différents la même maturité de marché. Enfin, Doctolib en France et en Allemagne, on est sur un marché aussi mature en termes de médecine en France et en Allemagne. On a des expériences qui sont relativement similaires en termes d'attente. Bon, évidemment, en usage, c'est un peu différent parce que la santé en Allemagne est différente. Mais en termes d'attente du support et de l'expérience client, qu'est-ce qu'ils attendent quand ils payent un certain prix? En Europe, c'est assez similaire. En Asie, c'est assez dur à répondre, je suis désolé. Ok. Peut-être une deuxième question? Comment fidélisez-vous vos collaborateurs? Oui, alors déjà, quel est le taux de fidélisation ou de départ de turnover est-ce que vous avez, Sophie? Ouais. Alors, sur RMA, aujourd'hui, on a un taux de turnover qui est autour de 2,5%. Donc, c'est extrêmement faible. Ça s'explique par le sens que vous donnez au métier. Si le collaborateur sent qu'il est utile et qu'il sert à quelque chose, il s'engage forcément. Ça passe aussi par la formation continue. Tout à l'heure, on parlait de la formation initiale, mais la formation continue, chez nous, c'est 10% du temps. Donc, c'est aussi un engagement de l'entreprise de faire monter en compétence son collaborateur et donc de le rendre, on va dire, bankable sur d'autres structure aussi, mais finalement parce que on l'aide à progresser, il reste fidèle à nous. Et puis c'est lui apporter au-delà de la rémunération, où à un moment donné ça peut pas être la seule réponse, c'est leur apporter des à côté. Donc les thés ou cafés dont on parlait tout à l'heure, les déjeuners, c'est aussi des moments qui font partie finalement du package de l'entreprise. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on fait des ateliers gestion des émotions pour justement donner finalement des outils aux collaborateurs d'abord de bien rendre leur métier, de bien le faire et de trouver du sens. Et finalement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à garder nos collaborateurs. Cédric, beaucoup de turnover chez vous? Non, pas vraiment. On est dans les mêmes standards assez bas. Après, Doctolib a 6 ans, donc c'est pas hyper représentatif. Y a, la majorité des gens ont, je crois, moins de 2 ans chez Doctolib. Donc, parce que forcément, quand on recrute 30 personnes par mois, ça fait baisser la moyenne. En termes de fidélisation, on a évidemment les mêmes stratégies. Juste un petit point en plus, c'est qu'aujourd'hui, on a un projet d'ici la fin de l'année de construire des plans de carrière basé sur les compétences. Donc on essaye de mapper toutes les compétences utilisées chez Doctolib. On a nos compétences liées à nos valeurs que tout le monde doit avoir à un certain niveau selon son job. Et après des compétences métiers qui diffèrent selon si on est au service client, à la vente, à la finance. Et toutes ces compétences vont être notées de 1 à 4. Et chaque job aura donc sa grille de compétences avec les notes qu'il faut. Et comme ça donne
ça donne surtout la possibilité aux gens de se projeter dans d'autres postes. Donc on voit la différence entre quelqu'un qui est conseiller client, qui voudrait aller être assistant, chef de produit. Bah, il verrait que sur les compétences d'Octo, comme efficacité personnelle ou coaching ou pédagogie, il faut un certain niveau, et que sur des compétences métiers, il a peut-être déjà pédagogie parce qu'il s'en sert dans son métier, il a la connaissance Salesforce parce qu'il s'en sert aussi. Par contre, il n'a pas, je sais pas moi, mind mapping pour tout ce qui est product designing. Donc il voit les compétences qui lui manquent. Et le but du jeu, c'est après de remplir le catalogue de chaque compétence pour que tout le monde puisse aller partout. C'est un peu l'utopie, mais en tout cas, c'est la cible qu'on s'est donnée. En tout cas, on entend beaucoup de compétences liées à l'agilité. Justement, c'était une question. Comment vous découpez les compétences dans vos organisations de relations clients? Sophie, tout le monde est polyvalent ou il y a des spécialités? Comment ça s'organise? Alors, jusqu'à il y a 2 ans, tout le monde était polyvalent, donc traiter l'ensemble des appels de tous nos clients. On a revu néanmoins l'organisation. Donc maintenant, on a 3 pôles de compétences. Le premier pôle de compétences a volonté vraiment de prendre les appels entrants et de traiter la demande de A à Z. Néanmoins, on a à côté en fait une équipe de middle office qui va plutôt être sur les dossiers dits atypiques ou longs. Un dossier de soutien scolaire, vous ne le mettez pas en place aussi facilement qu'un dossier d'aide à domicile ou un transfert médical par exemple. Donc ce qui fait que on a finalement fait en sorte que ces appels qui durent un peu plus longtemps ou qui sont logistiquement plus compliqués à mettre en œuvre soient dans une équipe particulière. Et ensuite, on a la troisième compétence qui va être la régulation. Alors un peu comme la régulation du SAMU, c'est finalement quand on a des pics d'appel, les fameuses bosses du chameau dans les centres d'appel, et ce sont des collaborateurs qui eux sont multi-compétences et qui vont venir éteindre le feu quand ils le peuvent. Donc avec la possibilité en fait de changer de pôle de compétences tous les ans. Donc c'est eux qui candidatent, ils sont volontaires. Donc après on étudie en effet si les compétences sont suffisantes et acquises pour pouvoir basculer entre pôles de compétences. Et si ce n'est pas le cas, on lui donne les moyens dans l'année qui suit de monter ces compétences-là et donc de basculer. Ce qui fait que finalement en 3 ans, il peut être amené à avoir 3 métiers différents. Je vois une dernière question qui s'affiche. On va être obligé après de rendre l'antenne et surtout de libérer la salle. Mais je crois que la réponse peut être assez rapide. Comment guider le conseiller clientèle dans son entretien téléphone avec le client? Doit-il respecter une trame précise sans pour autant respecter un script? Alors, je crois que Sophie et moi, on est assez d'accord. Il n'y a pas de script. Par contre, il y a des étapes obligatoires, bien évidemment. Je vais prendre un exemple tout bête, mais oui, il faut dire bonjour, oui, il faut dire au revoir. Après, ça, c'est les étapes évidentes. Mais il y a d'autres étapes qui sont importantes, qui sont en fait, on les connaît, elles sont dans les normes NF et EN et compagnie. Mais tout ce qui est, par exemple, reformulation du besoin. Bon, ça, c'est une étape, entre guillemets, obligatoire, parce que c'est surtout... Si tu ne le fais pas, tu n'es pas sûr d'avoir répondu. Et au-delà de le faire pour avoir la norme, en fait, on n'est même pas certifié sur la norme, on n'a pas eu le temps, mais on fait de la reformulation de synthèse. C'est juste un passage obligé. Après, il peut le faire, et puis après, il peut passer sur de l'usage et de l'autonomisation, ou il peut faire l'inverse, ça, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Si vous nous quittez sur Evals, merci de cliquer sur avant de partir pour nous faire part de votre émotion client. Avant de vous remercier chaleureusement, peut-être juste chacun en un mot ou une phrase, pour vous, c'est quoi l'UX au final? Alors, je vais commencer. Pour moi, l'UX, c'est l'homogénéité. C'est en fait casser les silos. Alors, ça ne fait pas un mot, mais homogénéité. Mais comme ce n'est pas très clair, c'est pour casser les silos et que tout le monde ait la même vision et travaille dans le même sens. Et ça, vous y arrivez de ton expérience? Je pense. Je partage assez la vision de Cédric. Je pense qu'il faut une vision, il faut savoir qui on sert, il faut donner les moyens à chacun de réussir et il faut être en adéquation avec ses valeurs. Et là, vous avez une expérience client qui sera réussie. Super, merci. Moi, ce que je retiens de votre intervention, c'est que finalement, les approches du X qui ne sont pas de la relation client font appel à de nouveaux outils. La deuxième chose qu'on peut voir, nous aussi, dans notre métier, c'est qu'on ne peut pas parler du X sans parler d'expérience collaborateur, mais ça, je l'ai évoqué en entrée. Et puis, ça génère de vrais nouveaux super pouvoirs d'homogénéité d'approche, de personnalisation de la relation, et puis d'engagement des collaborateurs vis-à-vis des clients. On n'a peut-être pas beaucoup parlé d'engagement des collaborateurs, mais je crois que vous le mesurez fortement. Je pense que la plus belle richesse que l'on a, c'est de faire confiance à ses collaborateurs. Et dans l'expérience client, c'est
pour moi, la confiance qu'on donne à nos collaborateurs, nous, chez RMA, ils ont le chéquier de l'entreprise. Ils mettent en place les prestations d'assistance. Par jour, ils dépensent 250 000 € sans aucune restriction. Et finalement, la confiance qu'on leur accorde fait qu'ils ont l'engagement vis-à-vis de l'entreprise et des bénéficiaires qu'ils assistent. C'est un très beau mot de la fin. Merci Sophie, merci Cédric. J'espère que l'expérience a été bonne pour vous. Et puis, ravi de continuer d'échanger. N'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions à travers la plateforme. On pourra continuer à y répondre à distance. Merci et très bonne soirée.